Voilà, donc notre sujet aujourd'hui, c'est l'auto-organisation. Je pense que ça, c'est assez clair. Avant de commencer et de vous en dire plus long sur moi, je voudrais bien faire un petit sondage dans la salle. Donc, je vais juste vous demander si vous pouvez lever la main. La baissez pas, ça va être un peu épuisant. Mais voilà, est-ce que vous pratiquez l'agilité dans votre entreprise? C'est pas une question piège, hein. Alors, gardez votre main levée. Est-ce que vos équipes parlent directement à l'utilisateur final? Si c'est pas le cas, baissez la... Ok, ok, j'ai perdu la moitié de la salle. Bon, euh, est-ce que vos équipes développent le produit de bout en bout, de la spec, en passant par le build jusqu'au run, jusqu'à la prod? Ah, si. Oh, ah, ok. Bon, bah cool, très bien. Alors il y a eu un petit souci au niveau des utilisateurs, mais quand même, voilà, c'est pas trop mal. Donc je trouve on a une audience quand même un peu musclée côté agilité. Bon, du coup, bah, moi je suis qui? Parce que je vous parle d'agilité. Bon, voilà, coach agile, pas hyper original ici. Moi je suis devenu coach agile sur un malentendu. Sincèrement, j'étais dans une réunion et j'ai l'impression que mon équipe partait en. Enfin, les gens ils allaient démissionner. J'avais vu une vidéo sur Scrum, genre un an avant, pour postuler à un job pour être développeur. Du coup, j'ai dit, si on essayait Scrum? Voilà, 10 ans plus tard, je fais plus que ça. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement plutôt cette dernière année, c'est les entreprises qui font de l'agilité sans en parler. Donc, il n'y a absolument aucun du jargon qu'on utilise. Il y en a beaucoup, et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, voilà, alors ça, bon, avant de parler de ça, quand même, j'ai envie de vous dire, moi, ce que j'observe hein, quand même dans le monde de l'agilité, pour moi, c'est quand même je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais quand même énormément de méthodes, de frameworks, de choses comme ça. Et puis, il y a aussi ça qui est intéressant, j'ai essayé de mettre sur une slide toutes les certifications que j'ai pu trouver. Alors j'ai demandé à ChatGPT, hein, voilà. Mais je me suis dit que j'allais m'arrêter parce que ça ne tenait pas sur la slide. Donc ça, c'est si on essaie de mettre l'apparition des méthodes agiles depuis avant le manifeste. Donc pour rappel, le manifeste, c'était là. Donc en fait, ça a augmenté. Donc ils se sont dit, bon, il y a beaucoup de méthodes, peut-être on va faire un manifeste pour voir ce qu'on a en commun. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On continue encore plus de méthodes. Alors bon, voilà, je dis pas qu'elles servent à rien, mais je dis quand même que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça n'a pas l'air de stagner. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? J'en ai compté 35, ça se discute. Plus une méthode par an, c'est à peu près la tendance. Si on regarde un peu, bon, puisqu'il y a beaucoup d'adoption des méthodes agiles, on pourrait se dire que c'est trop bien, ça marche super bien. Donc, je vais aller regarder le State of Agile. Comment on mesure le succès d'une équipe? Alors en fait, si on regarde, il y a plus de 2 tiers qui mesurent en gros la productivité. Donc en gros, est-ce qu'on est rapide? Alors c'est bien seulement si ce qu'on produit, ça a de la valeur, quoi. Sauf qu'en fait, il n'y a qu'un tiers des équipes qui mesurent la valeur comme succès, quoi. Donc en gros, l'agilité, c'est une méthode pour aller plus vite. C'est plus ou moins, voilà, c'est ce que l'industrie semble avoir retenu. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe dans mon expérience. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez lever la main si ça vous parle? Ouais, ok, bon, voilà. Bon, cool. Je suis pas tout seul, c'est rassurant. Bon, du coup, je suis allé regarder, bon, est-ce que je suis complètement zinzin ou il y en a d'autres qui pensent comme moi? Donc, je suis allé voir les pionniers de l'agilité. Vous savez, ces gens-là, là, qui ont signé le manifeste, il y en a beaucoup. Il y en a plein que je connaissais pas, en fait. En fait, je suis un peu comme tout le monde, je reproche aux gens de ne pas lire le manifeste et en fait, je connais pas les noms des gens qui sont dedans. Donc, je suis allé voir, eux, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, il y a Martin Fowler. Donc, lui dit aujourd'hui, notre défi principal, c'est faire face à la fausse agilité. En gros, l'agilité de façade, quoi. Vous savez, chef de projet, TPO, enfin voilà, on renomme tous les trucs, mais on fait tout exactement pareil. Alors, il y a ce monsieur, il est connu parce que je crois que c'est lui qui a inventé ça, ou il a fait une conf qui s'appelle Agile is Dead. Puis il est allé à une conférence en Afrique du Sud, je crois que c'est en 2015. Il a parlé à des développeurs et voilà ce qu'il dit. Des larmes me sont montées aux yeux. Comment se fait-il que nous soyons exactement au même point qu'il y a 20 ans? Ok, ça fait mal. Alors lui, il dit les développeurs devraient abandonner Agile. Voilà, bon, bah, trop souvent, je suis pas venu pour vous déprimer, je vous promets, ça va être mieux après. Mais bon, voilà. Donc, alors, et puis il y a ce monsieur-là aussi qui s'est dit bon, bah en vrai, il n'y a que 4 trucs importants collaborer, livrer, réfléchir, s'améliorer, quoi. Ça suffit, voilà. Trop de méthodes, quoi, grosso modo. Donc, le constat, c'est quoi? Bah voilà, trop de méthodes, trop de certifs, une industrie super lucrative
et des pionniers qui sont quand même vachement critiques par rapport à tout cet état de fait. Donc, moi, je me pose une question quand même. Est-ce qu'on se plante pas un peu? Un peu, un tout petit peu peut-être. Et si c'est pas une méthode comme l'industrie a l'air de le penser, c'est quoi l'agilité en fait? Voilà. Donc moi je suis allé re-regarder dans le manifeste agile puisque visiblement je ne l'avais pas bien lu. Et donc il y a les valeurs et puis après il y a les 12 principes. Et puis il y a le principe numéro 11 avec un mot qui s'appelle bah, il y a des équipes auto-organisées. Que je me suis dit tiens c'est marrant ça, c'est intéressant. C'est pas tout à fait ce que je vois. Est-ce que finalement, il n'y a pas une piste? Après, je suis allé chercher, puis j'ai vu des entreprises qui sont beaucoup plus radicales que pas mal de choses qu'on voit dans le monde agile, et qui ne parlent pas d'agilité, qui n'ont pas de framework, qui n'ont pas de méthodo, enfin, pas de méthodo. En tout cas, il n'y a pas de certif avec, quoi. Euh, et donc là, je vous en mets 4, mais ce n'est pas les seuls, il y en a plus. C'est 4 que moi, j'ai un peu étudiés. Donc Morningstar, ils font de la tomate, ils traitent une tomate sur 10 dans le monde, quoi. C'est quand même pas mal. Ailleurs, donc électroménager, c'est le leader mondial d'électroménager, c'est en Chine d'ailleurs. Burzorg, soins à domicile. Valve, jeux vidéo. Si vous jouez, je sais pas, vous avez Steam. Voilà. Bon, bah, donc ça, c'est 4 exemples qui vont un peu revenir dans la presse. Mais du coup, je me dis, finalement, alors c'est peut-être un raccourci, mais peut-être que si on se concentre sur l'auto-organisation, bah, peut-être que l'agilité va émerger. Bon, bah, c'est de ça dont on va parler. Bon, c'était écrit hein, dans le sujet, mais je me répète. Alors, pourquoi est-ce que l'auto-organisation, c'est pertinent en entreprise? Bon, en fait, moi, je vends pas mal l'auto-organisation, parce que je trouve ça cool. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que de toute façon, une entreprise, c'est un système social, donc c'est complexe, il y a plein d'interactions. Et du coup, par définition, c'est soumis à des dynamiques d'auto-organisation. Donc, ça veut dire qu'en fait, toute entreprise, aussi pyramidale et verticale soit-elle, a de l'auto-organisation. La seule question, c'est où est-ce que ça se joue et est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc ça va se jouer dans les interstices, des règles, des process, des trucs. Ça va pas forcément donner l'effet qu'on veut, mais en tout cas, il y a de l'auto-organisation et elle est partout. Et ça, c'est incontournable en fait. Du coup, voilà le plan d'action. Donc je vais définir un peu l'auto-organisation, je donnerai différents exemples. Et puis surtout, je vais proposer une posture, un algorithme. Alors un algorithme, il y a 5 étapes dedans, c'est super simple. Mais comment en gros stimuler un système auto-organisé? Voilà l'idée. Je vous parlerai des 3 poisons de l'auto-organisation. Bon, il y en a probablement beaucoup plus, mais ceux-là, ils sont vraiment... ils font mal, quoi. Et puis j'aborderai quelques pistes pour aller plus loin. Voilà. Bon, du coup, là, c'est la partie un peu où on va parler de science et de trucs. J'espère que ça va vous parler. Donc, c'est quand, en fait, dans un système, on a un ordre qui émerge. Donc, c'est pas le chaos, mais ça vient des interactions locales entre les acteurs. Donc, je sais pas, nous deux, on parle, il se passe des trucs, et puis finalement, on se structure. Donc, ça émerge. Il n'y a pas de plan central, il n'y a pas de chef d'orchestre. Ça fait un peu écho peut-être à la keynote de ce matin. Euh, donc, pour mieux comprendre ça, en fait, je vais essayer de l'aborder, en gros, parler de 4 propriétés des systèmes auto-organisés et 4 super pouvoirs que moi j'ai identifiés, que je pense qui sont là, quoi. Donc, les 4 propriétés. Alors, donc ça, j'ai déjà un peu mentionné. Il y a, en gros, l'auto-organisation, ça émerge parce qu'il y a des interactions locales entre acteurs, donc qui sont là, par exemple, dans cette salle. Il peut y avoir des interactions entre vous, vos voisins. Ces interactions sont régies par des règles souvent assez simples. Voilà, il y a un processus dynamique d'action-réaction. Et en fait, il y a l'ordre qui émerge. Ça, c'est les 4 propriétés. Et donc, pour parler de la première, je vais illustrer ça avec le banc de poisson. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de banc de poisson où ça fait des super beaux, on va presque dire des œuvres d'art, des dessins. On a l'impression que le banc se meut un peu comme un seul être vivant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans cette histoire-là, il n'y a pas genre quelqu'un qui a dit tiens, il faut faire comme ça, aller à gauche, à droite. En fait, c'est chaque poisson qui se dit il y a 8 poissons autour de moi, ou je sais pas, 6. Je vais essayer de ne pas me les prendre dans la gueule. Et puis, je vais essayer d'aller dans la même direction qu'eux. Et en fait, c'est tout. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça a plein d'avantages, ça, déjà pour la survie notamment. Parce que déjà, ça fait un peu peur quand même, le truc pour les prédateurs. Ça augmente la survie de chaque poisson. Semble-t-il, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a des effets hydrodynamiques. Les mâles et les femelles peuvent se rencontrer plus facilement, donc top. Et apparemment, ça les aide aussi à trouver la nourriture, donc la formation circule plus vite.
Donc, c'est assez drôle quoi, qu'en partant d'une règle assez simple, en fait, on a quelque chose qui a un avantage évolutif euh, pour les sangs de poisson. Donc ça, c'est les interactions locales. Donc les exemples que je vous donne là, c'est plus dans la nature et les sciences. Après, on parlera plus des organisations. C'est juste pour vous montrer en fait, que l'auto-organisation, c'est pas un concept management, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve en fait, dans la nature à différents niveaux. Alors les règles simples, là je vais vous parler des fractales. Donc je sais pas s'il y en a qui étaient à la conf juste avant, il a un peu parlé de fractales, donc j'étais tout content. Donc en fait, donc il y a un, bon, du coup apparemment les Chinois ils connaissaient déjà ça il y a 3000 ans. Mais bon, ce monsieur en 1975, il l'a formalisé. Donc les fractales en fait c'est une formule mathématique récursive. Bon, on rentre pas trop dans le détail, mais c'est hyper simple. Et en fait, c'est rendu compte que ça permettait de comprendre comment par exemple les poumons, la structure des poumons, la structure des synapses, la structure des arbres. Donc, exemple, en fait, un arbre, ça fonctionne comment? C'est il y a une branche, et la règle, c'est à chaque branche, on en fait deux à un angle donné, et plus petite. Donc ça fait qu'en fait, la structure, elle se répète, mais elle reste compacte. Donc ça maximise en fait la surface de contact avec le soleil, et en même temps, l'arbre, il ne devient pas gigantesque, parce que après, ça demande trop d'énergie à maintenir, quoi. Donc en fait, une règle toute bête, toute simple, il fallait la trouver, quoi. Et finalement, ça génère les arbres, en fait, les formules fractales, ça permet de comprendre la forme des nuages, les flammes, et même certains aspects du cerveau, quoi. Donc les réseaux de neurones, un peu le même principe, quoi. Des neurones, c'est stupide, c'est tout petit, mais si on en met plein en réseau, ça devient intelligent, quoi. Alors voilà. Je sais pas s'il y a des experts des fractales ici, donc j'espère que non, parce que voilà. Mais bon, vous voyez l'idée, une petite règle mise à l'échelle, et là, hop, on a un nouveau phénomène qui émerge. Donc, ça nous amène à l'aspect de l'ordre émergent. Donc là, c'est un exemple que je trouve intéressant, même s'il est un peu moins sympa. C'est genre, comment ça se fait si on a une population de gens qui ne sont pas racistes, en majorité, on arrive quand même à une ville qui est ségrégée, quoi. Et en fait, le truc, c'est apparemment, si chacun veut juste avoir 30% de voisins qui leur ressemblent, ce qui peut paraître légitime, enfin c'est normal, on n'a pas envie d'être en minorité, ça suffit pour que le schéma émergent global de la ville, c'est deux villes, en fait, scindées. Donc en fait, ça c'est juste pour illustrer le fait que il y a des effets à l'échelle qui ne représentent pas du tout ce qui se passe en bas. Ça veut aussi dire qu'on peut aussi, avec des trucs au niveau local, générer des choses très intéressantes à l'échelle. Voilà. Je parle pas de safe, hein, même si, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Dans ce cas-là, c'est personne le veut, tout le monde le crée. Bon, est-ce qu'on peut faire l'inverse? Bon. Mon dernier aspect, l'adaptation continue. Ah, celle-là, j'étais obligé de la mettre. Il fallait que je mette adaptation dans mes slides. Voilà. Sinon, je ne passais pas le test de compliance. Bon, et le système immunitaire. Une start-up biologique. J'ai mis le mot start-up aussi, ça faisait partie de mon cahier des charges. Mon backlog, pardon. Du coup, comment ça fonctionne? En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, dès qu'il y a une menace qui arrive, un pathogène, il y a encore on appelle ça, des lymphocytes qui ont été optimisés pour d'autres pathogènes qui vont tester. Ah mince, ça marche pas. Ah, faut pivoter. Ok, on va muter. Et là, ils mutent comme des tarés et ils testent plein de prototypes de produits qui vont être jetés à la poubelle. Et à un moment, il y en a un qui fonctionne. Ah, ça marche avec le pathogène. Du coup, le lymphocyte, il dit « Ah c'est cool, je vais m'auto-cloner. » Hop. Et donc en fait, c'est complètement décentralisé, ça fonctionne bien. Puis après, les lymphocytes, ils traînent dans le sang. Et du coup, si jamais la menace revient, hop, ils peuvent en gros s'attaquer à la menace. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système en fait, qui apprend tout le temps et qui mémorise aussi les réponses, mais qui est prêt, qui est capable d'innover. Donc si ça arrête d'innover, il y a un problème en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'adaptation continue. Donc on a vu 4 propriétés. Non, je vais dire, parler un peu d'organisation et faire un peu le lien avec ça. Donc 4 super pouvoirs, super intelligents. Alors j'étais deg parce que ce matin, Wikipédia a déjà été cité. Donc voilà. Mais oui, effectivement, à la base, Wikipédia, au début, c'était un projet plutôt centralisé. J'ai plus trop le nom, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais en gros, il y a quelqu'un qui l'a? Non? Ah pardon. Bon, en gros, au début, il y avait un petit nombre d'experts qui s'occupaient des articles, qui les révisaient. À un moment, ils se sont dit non, mais en fait, ça va jamais scaler. C'est passé à ce principe de, en fait, n'importe qui peut être contributeur. Alors évidemment, c'est pas le chaos, hein, il y a un système de revue, il y a des rôles, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que des millions de cerveaux valent mieux que quelques experts, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bon, à nuancer, évidemment, ça dépend de la formule d'agréation, comme on l'a vu ce matin.
Bon, très rapide. Donc là, je vais juste prendre l'exemple de Valve. Donc Valve, comme je disais, c'est eux qui ont créé la plateforme de jeux dématérialisés, Steam, qui ont aussi créé des jeux comme Counter-Strike, Half-Life, Portal, merci. Portal, je sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, ceux-là, ils sont assez connus. Hmm. T'en as d'autres, hein, ok, d'accord. Euh, alors, chez Valve, c'est hyper intéressant. Bon, c'est un cas d'école, hein, ça a été vraiment étudié beaucoup, mais chez Valve, il n'y a aucune fiche de poste. Bon, ça n'existe pas, il n'y a pas de département RH. Il suffit de 3 personnes pour lancer un produit. Euh, Il n'y a pas non plus de chef, en tout cas pas sanctifié dans... voilà. Et puis, ils ont des bureaux à roulettes. Bon, en gros, le principe, c'est que tout le monde peut se déplacer et est censé trouver l'endroit et peut apporter le plus de valeur dans l'entreprise. Et c'est en fait les seules règles qu'ils ont. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça permet de réagir assez rapidement à des nouvelles opportunités. Puis ça permet aussi de reconfigurer l'entreprise très rapidement sans passer par toutes sortes de processus de validation. Donc en fait, ça leur permet d'être extrêmement rapide et extrêmement réactif. Alors, super robuste. Je suis pas sûr que le terme soit idéal, mais bon, j'avais plus le temps. Donc ailleurs, je vous en ai parlé. Donc moi, je connaissais pas cette boîte parce que j'ai un lave-vaisselle Candy. Voilà. Je sais pas c'est quoi la marque de lave-vaisselle, mais moi, c'est Candy. Et ailleurs, en fait, ils font de l'électroménager. Et à la base, euh, ouais, à la base, il me semble que c'était... je sais plus exactement quel était le premier produit qu'ils faisaient, mais en tout cas, cette boîte-là, je ne le savais pas, elle est plus ou moins le leader mondial de l'électroménager. Elle est, on pourrait dire, quasiment totalement auto-organisée. Ils ont 100 000 employés ou 110 000, donc c'est assez dingue comme truc. Et donc là-bas, en fait, tout fonctionne avec des micro-entreprises. Donc la seule structure qu'ils ont, c'est la micro-entreprise, quoi. Donc en gros, taille d'une Scrum Team. Et donc ces micro-entreprises, elles sont mises en réseau dans des écosystèmes produits. Et ce qui est assez marrant, c'est que en fait, dès qu'il y en a une qui fail, en fait, elle est recyclée. C'est-à-dire les employés, si par exemple ils lancent un produit, ça ne fonctionne pas, hop, on les remet dans un pool qu'ils appellent le talent pool. Désolé, ça fait très RH, quoi, les talents, mais en gros, il y a un pool, je sais pas trop comment expliquer ça. Et les gens, en fait, ils ont 3 mois, soit pour créer leur propre micro-entreprise, soit pour en rejoindre une autre. En fait, on a et donc ils ont un taux de succès de 50% sur leur start-up interne, ce qui est bien supérieur au taux de succès, on va dire, en Chine pour les autres start-up. Donc c'est intéressant, donc ils ont un truc un peu d'auto-recyclage, quoi. Donc, bon, par contre, ce qui est moins cool, c'est qu'au bout de 3 mois, si soit on ne s'est pas inséré, soit on n'a pas créé une entreprise, on est viré. Ça ne marche pas en France. Mais bon, faut peut-être pas aller jusqu'au bout du modèle, mais voilà, il y a des choses intéressantes. Bon, super simple. Donc Morningstar, donc je vous ai dit, donc cette boîte, ils ont 500 personnes et ils ont 2500 saisonniers. Donc ils traitent une tomate sur 10 dans le monde. Moi, je trouve ça marrant. Ou je sais pas, vous allez à Auchan, il y a une tomate qui est 2. Non, je pense pas que ça marche comme ça, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont plus ou moins la seule règle qu'ils ont et qui structure toute l'organisation, c'est les collègues contractualisent les uns avec les autres. Donc ça veut dire, je sais pas, vous avez votre revue annuelle et donc vous allez parler de vos objectifs avec votre chef. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, en fait, moi, je travaille avec des gens qui sont en amont ou en aval de la chaîne. Je vais passer un contrat avec eux en début d'année pour dire, moi, j'attends ça de vous, vous attendez ça de moi. Et en fait, c'est la seule règle qu'ils ont et c'est tout ce qui structure leur entreprise. Et aujourd'hui, c'est les leaders mondiaux dans leur domaine. Intéressant. C'est pas pour dire que vous faites ça, vous allez être les leaders, mais voilà, je pense que ça peut être inspirant. Voilà. Bon, du coup, voilà, c'est fini. Faites de l'auto-organisation, c'est bien. Voilà. En plus, ça marche tout seul. Ouais. Ouais. Bon, non. Du coup, on pourrait se dire, alors les managers, ils servent à quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont managers dans la salle? Ok, je vais jeter le reste de ma présentation alors, parce que je suis dans la merde. Non, pas tout à fait. Donc, en fait, ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a une part de... Il faut laisser faire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se désengager, qu'il faut rien faire. Et donc, en fait, c'est cette nuance qui est... Il n'y a pas de règle, en fait, exactement. Ouais. Et en tout cas, moi, je vous propose un algorithme et une posture, mais voilà. Donc, moi, je trouve qu'un bon exemple, c'est l'éducation des enfants. Alors, j'ai pas d'enfants, mais j'ai été enfant. Voilà. Je pense qu'on a tous été enfants à un moment, j'espère. Euh, voilà. En fait, ça évolue tout le temps, ça grandit. On peut pas juste dire ah c'est cool, tiens j'ai posé les règles à la maison, c'est bon, autopilote quoi. Enfin, ça va pas bien se passer.
Donc ça demande de l'engagement, de l'observation, des ajustements, voilà, ils grandissent, les limites elles changent, bon bref, l'auto-organisation c'est la même chose en fait. Donc comment on fait? Donc moi ce que je vous propose c'est 5 étapes pour aborder un système auto-organisé. Et donc c'est pas parce que les 5 étapes sont simples que ce que vont faire les équipes c'est simple. Ça va être très complexe comme Scrum quoi. On dit oui c'est simple, mais en fait ce qui se passe dans l'équipe en termes d'interaction c'est hyper complexe. Comme les poissons là. Je reste proche de mon voisin, je le tape pas, et puis je mets... Bon, voilà, c'est ça. Du coup, le voici. En fait, c'est tellement simple. Bon, déjà, il faut savoir de quel système on parle. Même ça, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'une équipe... Est-ce que je prends que l'équipe, ou je prends l'équipe plus les utilisateurs, ou plus les équipes dont elles dépendent? Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu comme en physique, il faut définir le système d'abord. Pas toujours évident. Puis on va l'observer, on va dire, en fait, il a quoi comme contrainte en l'état? Alors, à minima, par exemple, si le système c'est vous, enfin voilà, à minima, la contrainte c'est vous êtes dans une salle qui a une certaine dimension et il est à l'heure du matin, j'en sais rien, ça peut être ça les contraintes. Si c'est une équipe, ça va être toutes les règles, les process auxquels elles sont soumises et peut-être d'autres choses. Donc, on fait l'inventaire et puis à partir de ça, en fait, on observe le comportement. Et en fonction de ce qu'on a envie de faire à l'équipe, on va rajouter ou enlever une contrainte. L'idée, c'est aussi de s'autoriser à en enlever, parce que souvent, on est très dans ajouter, quoi. Donc, enlever ou ajouter, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est deux choses qui se valent. Puis, une fois qu'on a fait ça, on laisse faire. Donc, on ne fait pas rien, on est actif. Par contre, on laisse faire. Et on passe clairement la plus grosse partie du temps à observer ce que font les gens. Et se dire, bah, OK, là, je sais pas, j'ai rajouté une règle. Qu'est-ce qui émerge, en fait? Ah, bah, c'est pas ce que je pensais. Très bien, j'enlève ou je change. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous donner des exemples. Après, on recommence. C'est sans fin. Donc, 4 exemples. Je sais même pas où j'en suis au niveau du temps. Ouais, ouais c'est bon. Ok, 4 exemples. Alors, en fait, la question centrale, c'est quoi? C'est presque un peu paradoxal. C'est je veux faire quelque chose à quelqu'un, mais en respectant son libre arbitre. Là, ça commence à être compliqué. Ça sonne comme de la manipulation un peu. Et leurs compétences, quoi. Il faut un peu jouer avec ça. Donc, premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est la peinture. Donc, je sais pas, vous commandez un tableau, vous voulez que quelqu'un fasse un tableau pour vous. Alors, bon, je sais pas s'il y en a qui peignent ici, mais en tout cas, si quelqu'un ne sait pas peindre et qui fait une commande, il ne peut pas dire au peintre comment faire son travail. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, je pourrais juste dire, tiens, peins-moi un tableau. Bon, alors, si on aime le risque, c'est cool. Voilà, si c'est Picasso, tant pis, je m'en fiche, quoi. Il me fait un tableau, ça me va, quoi. Mais je peux aussi me dire, je vais donner des contraintes. Je vais donner, par exemple, les dimensions. Ça, c'est vraiment une contrainte pas énorme, quoi, mais on peut commencer par ça. Bon, est-ce que je rajoute, je lui impose peut-être le médium? Ok, vas-y, je veux un truc à l'acrylique. Ok, peut-être je peux donner une ambiance, un thème. Je peux peut-être donner une deadline. Ah, ça aussi, ça peut être intéressant. Tu as 48 heures pour faire un tableau. Voilà, c'est comme les sprints, quoi. Donc, en fait, là, on se rend compte que c'est infini, en fait. Et ça peut être plus ou moins spécifique ou pas spécifique. Enfin, euh, la question, c'est en fait, je pense que sur une itération, on ne peut pas trop savoir. Par contre, si je travaille avec un peintre assez souvent, je vais peut-être me rendre compte qu'il y a certaines contraintes qui sont vraiment top et d'autres où c'est pas top, où ils ne se sentent pas à l'aise de travailler. Donc voilà, il y a ce côté, on itère en fait, et à chaque fois on ajoute, on enlève, on teste. Le miel, bon, c'est presque... Ah, voilà. Bon, là le système, c'est les abeilles. Alors ça va de soi... Enfin, moi perso, je ne suis pas à faire de miel. Euh, je pense que les abeilles, elles font ça depuis très très longtemps. Elles existent, je crois qu'elles existent avant nous. Enfin, ça m'étonnerait pas. Donc le truc, c'est, du coup, elles font. Qu'est-ce que je peux influencer dans le comportement des abeilles, mais je ne sais pas faire ce qu'elles font. Déjà, je peux peut-être, si c'est une ruche un peu aménagée, on peut jouer sur l'espace qu'il y a dans la ruche. On peut jouer sur où est-ce qu'elle est localisée. Est-ce qu'il y a d'autres ruches à côté? Est-ce qu'il y a des végétaux autour? Quel type de végétal c'est? Si je veux du miel de pin, voilà, il faut qu'il y ait les bons végétaux autour. Et puis, est-ce qu'il y a des sources d'eau? Voilà, vous voyez, en fait, l'environnement de la ruche, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. Et en fait, il faut tester aussi, parce que, moi, j'ai pas d'expérience d'apiculteur. Je pense qu'avec l'expérience, on sait aussi qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est vraiment, c'est assez empirique, en fait. Donc, voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est des abeilles, quoi, en entreprise. Enfin, le raccourci, quoi, mais c'est un peu ça. Le workshop.
bon bah voilà, il y a des Scrum Masters ici. Ouais. Donc vous animez des ateliers tout le temps, j'imagine. En tout cas, ça vous arrive. Bah en fait, moi je le fais souvent et c'est vrai que c'est un peu toujours la même question. Bon, le système c'est les participants, jusque là tout va bien. Mais bon, si je mets, par exemple, je pourrais juste dire, je mets tout le monde dans une salle et je dis trouver une solution à ce problème. Je regarde ce qui se passe. Alors ça dépend, si les gens ils ont l'habitude de travailler ensemble, moi j'ai des équipes qui sont très matures, ça se passe. Moi je fais mes rétros, je dis plus rien, hein. Je dis c'est quoi votre question? Ah ok, bon bah voilà, ça marche. Mais bon, ça faut connaître les gens quoi. Donc il y a toujours un peu cette question de c'est quoi la juste contrainte pour qu'ils trouvent leur solution. Voilà, mais si je donne pas assez de contraintes, ça peut être un problème. Donc un livrable, c'est une contrainte, par exemple. Dire, bah, je sais pas, j'ai un template, je sais pas, un business canvas model, j'en sais rien. Bah, ça, c'est une contrainte. À la fin, il faut que ce soit rempli. Je peux juste donner ça et je laisse faire. Est-ce que ça marche ou pas? Ça dépend. Euh, hop. L'agencement de la salle, c'est aussi une grosse contrainte. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des îlots? Est-ce que les gens vont travailler en fait en petits groupes, en grands groupes? Est-ce que ça va être des groupes mixtes où, par exemple, on va mélanger les départements ou ça va pas être mixte? Enfin, tout ça, ça va influencer ce qu'ils vont faire. Justement, est-ce que je donne des instructions au début et puis après je fais plus rien et je reviens à la fin? Je vais jouer à clair-obscur pendant la pause ou à Portal. Ou bien est-ce que j'ai un timing où je vais aller les récupérer toutes les 15 minutes et leur demander où ils en sont, etc. Enfin, voilà. Donc, est-ce que je mets une pause café? Oui, parce que les gens, ils parlent pendant la pause café et ils se disent toutes les choses vraiment importantes qu'on ne dit pas dans les rapports. Donc, ça, c'est un élément de design hyper important. Donc, voilà. Vous voyez l'idée? Donc, Scrum. Allez. Bon, bah, Scrum, en fait, c'est la même chose, quoi. Finalement, Scrum, enfin, moi, en tout cas, tel que je le comprends maintenant, c'est un peu un starting pack avec une liste de contraintes à utiliser par défaut. Donc, Scrum, il dit, bah voilà, 9 personnes, 3 rôles, des artefacts, des sprints, bon, bref. C'est toute une liste de contraintes, en fait. Euh, pour moi, alors si je devais en retenir que 3, et c'est un peu souvent ce que je vois quand les équipes, elles évoluent, bah, bon, la taille, ça c'est sûr, mais les sprints, quoi. En fait, l'itération, ça oblige à livrer quelque chose. Au final, on pourrait dire que Scrum, c'est juste ça. Enfin, voilà, bref, ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans un truc où on pense qu'il faut adhérer à la méthode, alors qu'en fait, c'est juste un ensemble de contraintes, et on peut en enlever, on peut en rajouter. On peut voir avec l'équipe, voilà, qu'est-ce qui reste pertinent là-dedans. Moi, quand je commence avec une équipe, je leur donne toutes les contraintes, et je leur dis, on ne touche pas à ça, en fait, mais on ne touche pas pendant quelques mois. Puis après, on peut commencer à en discuter, en fait. Ou on peut partir d'une feuille blanche aussi, voir ce qui se passe, en fait. Après tout, on n'a pas testé en fait. Qu'est-ce que l'équipe est capable de faire avec moins de contraintes? Voilà. Donc, je me suis dit, bah voilà, hein, Scrum est un cadre. Et ce qui est important, c'est pas le cadre, c'est ce qu'il y a dedans, hein. C'est comme le tableau, quoi. Donc en fait, si on est trop focus sur le cadre, bah, on oublie que le produit, c'est là-dedans qui se fait. Donc, et aussi, bon, ce qu'il faut voir, et ça, c'est là la limite de cette métaphore, c'est qu'en fait, le cadre, là, il est rigide. Alors qu'en fait, ce serait plutôt un truc, je sais même pas en quel matériau faudrait le faire pour qu'il puisse se reconfigurer à l'infini. Bon, en tout cas, c'est à chaque itération, votre cadre, il n'aura pas la même forme. Peut-être ce sera un hexagone après, peut-être c'est pas du tout un cadre. Enfin, j'en sais rien quoi. Donc, ce qu'il faut en fait, donc maintenant qu'on a cette approche, c'est vraiment changer de focus. Je pense que là, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais on aime bien piloter les gens quoi. Donc, je pilote les abeilles. C'est comme si j'étais là avec ma télécommande et je pilote chaque abeille pour qu'elle fasse ses trucs. Ça va pas marcher. Par contre, je peux piloter ou en tout cas au moins influencer l'environnement. Et en fait, c'est ça en fait. On reste engagé, mais on arrête d'interférer là et on se concentre sur l'environnement. Donc, comment je peux designer l'environnement pour que les acteurs aillent dans une direction qui est bonne pour l'organisation. Bon, reste à définir, bien entendu. Voilà. Donc, à la base, cette slide s'appelait les 3 poisons, mais en fait, c'est les 3 contraintes toxiques. Moi, je les appelle comme ça. Alors, c'est pas. Ça, c'est une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, vous connaissez Yves Morieux, peut-être. Donc, si ça vous intéresse, il a fait une super vidéo où il parle de ça. Et en gros, il y a un peu la sainte trinité du management. Et genre, la clarté, il faut que tout soit clair. Donc, qui fait quoi? Vous savez, les racis, là, j'en peux plus, moi, des racis. Donc, qui fait exactement quoi, hein? Donc,
Par exemple, dans une course de relais, ce serait comme dire qui fait les 100 premiers mètres et puis qui fait les 200 premiers mètres. Mais s'il n'y a personne dans l'entre-deux pour récupérer le bâton, voilà, personne s'en occupe, hein, s'en fiche. Donc c'est ça la clarté. Alors quand c'est excessif, je dis pas qu'il faut pas définir des rôles, hein, mais quand ça devient excessif, bah en fait on passe plus de temps à essayer de savoir qui est censé faire quoi que de jouer le match en fait. L'imputabilité c'est un peu en lien avec ça, c'est dire en fait qui on va blâmer si ça foire. Parce qu'en fait souvent ce qui se cache derrière la clarté c'est ça en fait. C'est qui a tort, c'est le PO. Enfin c'est qui va prendre en fait. Mais au final, c'est comme le coach d'une équipe de foot, hein, il peut faire ce qu'il veut, mais pendant le match, c'est quand même l'équipe qui joue, quoi. Donc après, on peut dire que c'est la faute du coach, on peut le virer, mais est-ce que c'est pas une responsabilité collective au final? Donc ça, c'est l'imputabilité. Alors là, la mesure, là, je me fais taper dessus quand je sors ça, parce que, alors la mesure, c'est bien, hein, mais ça dépend ce qu'on mesure, puis c'est aussi, ça dépend à quelle dose. Si vous avez 100 indicateurs, peut-être à un moment, ça devient compliqué. Là, le problème, c'est la mesure des performances individuelles. Donc, c'est-à-dire que si on commence à... En fait, c'est comme si je prends une équipe de foot et je vais mesurer la vitesse linéaire de chaque joueur, quoi. Donc chaque joueur va essayer de courir super vite. Bah, ça va peut-être avoir des effets un peu pervers, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de se passer la balle et de marquer des points, ce qui est quand même l'objectif. Donc mieux vaut mesurer le nombre de buts ou le nombre de parties gagnées que des indicateurs individuels. Donc ça, c'est un... Voilà, donc ça, c'est trois trucs où il faut faire attention. C'est des contraintes, en fait, aussi, hein. Donc, il faut les manier avec précaution. Et c'est comme tout poison. En fait, c'est la dose qui fait le poison, quoi. Donc, mais sachez que ça, c'est pas du tout... comment dire? C'est pas... C'est des contraintes qui sont peut-être invisibles, mais elles jouent énormément sur la performance des équipes. Bon, bah... la recette de l'antidote. Alors, moi, je dirais créer un peu de flou. Enfin, c'est marrant, parce que le flou, ça n'a pas trop... ça n'a pas trop la cote, mais en gros, c'est bien quand il y a des zones où en fait, c'est pas toujours clair qui fait quoi. Parce qu'en fait, l'auto-organisation, c'est dans ces zones de flou qu'elle prospère. Donc ici, ce qui est clair, par exemple, c'est la bordure de la salle. Ok, ça c'est clair, c'est du dur. Mais après, ce qui pourrait se passer ici, ouais, qui est dit comme ça, c'est bizarre, mais enfin, ce qui pourrait se passer ici, bah, il y a un potentiel infini en fait. On pourrait, euh, on pourrait créer toutes sortes de solutions ensemble. Et bah, ça, si on essaie de tout spécifier à l'avance, bah, on ne sait pas ce qui pourrait émerger là-dedans. Voilà. Ensuite, c'est rendre les équipes responsables, pas les individus. Donc ça, c'est en lien avec la mesure. Si vous mesurez quelque chose, mesurez la performance collective. Donc typiquement, dans une chaîne de valeur, c'est un truc qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire que chaque département a ses objectifs qui viennent de sa verticale. Donc chacun essaie d'optimiser son petit train-train, mais la chaîne de valeur, de bout en bout, ça, bah, en fait, il n'y a pas de notion de on est responsable de la chaîne de valeur. Normalement, un train, il me semble, un train dans CF, c'est censé amener ça. Voilà. Sauf qu'il y a les contraintes invisibles, en fait, des objectifs que chacun a de son chef, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup plus vite que... Ah non, ça va. Du coup, bah en fait, on arrive déjà à la fin de cette présentation. Du coup, j'ai préparé une anti-sèche. Donc, en résumé, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est... bon, déjà, il y a de l'auto-organisation partout, même quand on est dans des systèmes pyramidaux, enfin, pas horizontaux, tout ça, en fait, c'est juste qu'elles se déportent sur les zones de flou. Donc, mieux vaut créer consciemment vos zones de flou, pour que ça se passe là où vous voulez, que inconsciemment, quoi. Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ça se déporte sur la machine à café, hein, de toute façon. Donc, voilà, potentiellement. Donc, laisser faire, c'est pas se désengager, en fait. On l'a vu, en fait, avec l'algorithme, c'est, en fait, jouer avec une contrainte, en enlever, en rajouter une, et puis observer, et puis réajuster. En fait, c'est une boucle. En fait, c'est comme Scrum, quoi, finalement. Donc, il faut déporter son attention des acteurs vers l'environnement. Donc, c'est vraiment à chaque fois qu'on a ce réflexe de dire ah non, on fait un step, c'est dire qu'est-ce qu'il y a autour qui influence le comportement. Et puis voilà, faire attention aux poisons ou ce que j'appelle les contraintes toxiques. Donc, il y a certaines contraintes qui ne sont pas terribles et il faut apprendre un peu à jouer avec. Voilà. Donc moi, en fait, c'est ça mon message, hein, vous l'aurez compris. Je pense que là, on arrive peut-être aussi à un moment où faut un peu se calmer avec les frameworks et les méthodos. Il faut vraiment aller sur le terrain et expérimenter, en fait. Et chaque système est différent, chaque équipe est différente, chaque entreprise est différente. Et peut-être qu'on est un peu, voilà, on est un peu hypnotisé par toutes ces méthodes et on se dit, ah, je suis pas encore prêt, il m'en faut une autre, etc. Donc voilà.
Moi, je pense que apprendre à cultiver l'auto-organisation, c'est peut-être ce qui pourrait redonner de la vie à l'agilité. Voilà. Et il y a une bonne nouvelle, c'est ce que je vous disais. Il y a des entreprises qui font de l'agilité et qui n'en parlent pas. Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai 4 que j'ai étudiés. Je vous ai mis les liens vers les études de cas, si ça vous intéresse. Là, j'en ai mis quelques autres. Mais voilà, mon objectif, ce serait d'arriver à en documenter une centaine d'ici, je sais pas, 2, 3 ans. Ça dépend en fait si justement mon site, qui est un wiki d'ailleurs, si je l'ouvre à d'autres contributeurs, peut-être que ça pourrait aller un peu plus vite. Parce que ça met quand même beaucoup de temps. Voilà. Et bien, oui, voilà, ça c'est le site. Et voilà, si eux le peuvent, vous aussi vous le pouvez. Merci. Euh, Ah, c'est top parce qu'il reste un peu de temps. Et du coup, j'ai prévu. Du coup, je vais avoir le temps. Alors, si vous êtes partant, déjà là, il y a le lien. C'est ma carte de visite en ligne. Si vous descendez, vous trouverez les études de cas, le lien vers la plateforme. Il y a aussi une page LinkedIn, donc, où en fait, ça poste un peu régulièrement des aspects de ces différentes entreprises. Voilà. Et du coup, ce que j'aimerais vous proposer, puisqu'on est quand même sur un sujet d'auto-organisation, c'est de faire un petit débrief, mais en petit groupe. Du coup, je voudrais vous demander si c'est OK pour vous de vous auto-organiser à 2 ou à 3 avec vos voisins. Et je vous ai préparé 3 petites questions de débrief. L'idée, c'est d'en discuter entre vous, voir un peu ce que vous avez appris, ce qui est pertinent. Et s'il y a des questions qui émergent, je peux y répondre. Puis en fait, moi, je vais un peu me balader. Voilà. Ça va? Vous avez le droit de prendre la fuite si c'est too much. Voilà. Euh, Ah bah il y en a qui ont l'habitude. Vous pouvez aussi bouger les chaises. Faudra juste...